So we are set. Alexis Arguello defending his lightweight championship against 20-year-old Ray Boom Boom Mancini from Youngstown, Ohio. Salut, aujourd'hui je vous raconte l'histoire de Mancini et Kim, un combat qui a tourné au drame et qui a changé à jamais l'histoire de la boxe. En novembre 1982, le Sud-Coréen, challenger officiel au titre mondial chez les légers, meurt après sa défaite face à Ray Mancini, 21 ans et superstar naissante. L'Américain, bourreau malgré lui, n'a plus jamais été le même, la boxe non plus. Ça fait quoi de tuer un homme de ses mains, de l'envoyer au tapis et de savoir qu'il ne se relèvera pas? La première fois où il a été confronté à des indélicats en mal de sensations fortes, au fond d'un restaurant où il était réfugié pour échapper à la lumière crue des événements et à ses remords, Ray Mancini n'a pas trouvé les mots. Ses poings avaient déjà parlé pour lui, surinterprétant son désir de victoire et sa rage de vaincre. Mancini est resté sans voix, aussi parce que sa victime n'avait pas encore succombé à ses blessures. Ce n'était qu'une question d'heure. Il le savait, le monde entier le savait, mais Duk Koo Kim n'était pas encore mort, maintenu dans ce bas monde par un respirateur artificiel qui allait bientôt être débranché afin de laisser le malheureux jeune homme de 23 ans passer de vie à trépas, 4 jours après le championnat du monde WBA ayant opposé les deux boxeurs. De 2 ans, son cadet, Ray Mancini, présent et futur de la boxe US, se voyait lui condamné à une vie de contrition, de culpabilité, qui suivrait chacun de ses pas jusqu'à son dernier souffle. Mancini et son âme tourmentée n'ont jamais trouvé de répit, d'autant que les événements du 13 novembre 1982 ont eu des conséquences bien au-delà de la disparition d'un homme. Parler de Ray Mancini, c'est plonger tête la première dans l'Amérique de l'entre-deux géographique. Youngstown, Ohio, la ville qu'il a vu grandir, se situe à égale distance de New York et de Chicago, sur l'Interstate 80 et au milieu de nulle part puisque le coin n'a pas grand chose à offrir depuis les années 70 qui ont vu US Steel débarrasser le plancher et laisser le cocktail chômage, violence et crime organisé prendre les rênes d'une cité surnommée Crimpton, USA. Parler de Ray Mancini, c'est aussi se pencher sur ses origines et s'attarder sur son père, Lenny. Parce que Boom Boom n'aurait pas existé sans Boom Boom, qui fut le surnom de boxeur de son paternel avant d'être celui du jeune Raymond, né le 4 mars 1961. Et Lenny Mancini n'est pas n'importe qui, le premier champion du monde de la famille aurait pu et même dû être lui. Passé pro en 1937, il devient le challenger officiel au titre mondial des légers en mai 1941. Mauvais timing, les bombardiers japonais déversent leur fureur sur Pearl Harbor le 7 décembre suivant. Sa carrière est mise entre parenthèses. Ses combats, il les mènera dans l'infanterie jusqu'à être blessé en 1944 du côté de Metz. Sévèrement touché mais pas KO, selon ses dires, Daidy Mancini rentre au bercail après la capitulation des Japonais. Mais Lenny a laissé passer ses rêves de grandeur. Le jeune Ray n'aurait qu'une ambition, résumée par ses mots de gosse, devenir champion du monde pour papa. Chez les Mancini, Ray n'est pas le seul à se destiner à une carrière gantée. Lenny Junior, de 6 ans, son aîné, est aussi sur le coup. Mais il perdra la vie à 25 ans dans des conditions brumeuses. Sa petite amie de l'époque, une fille pas très fréquentable, lui aurait accidentellement tiré dessus le jour de la Saint-Valentin. Mancini est un bourreau de travail qui a compris que le noble art était le seul exutoire à une vie morne et longue ou délictueuse et éphémère. Ray Mancini, c'est aussi l'histoire du bon gars au bon endroit au bon moment. Parce que l'envol du descendant d'immigrés italiens intervient dans un contexte des plus favorables à son explosion, médiatique notamment. Quand il passe professionnel en 1979, la boxe ne se résume plus au poids lourd. Le règne d'Ali a pris du plomb dans l'aile et surtout les États-Unis ont eu la bonne idée de réussir leur JO de 1976 dans des proportions plus que remarquables. 5 champions olympiques, dont les frères Spinks, Léon et Michael, et surtout Sugar Ray Leonard. La boxe retire ses œillères. D'autant qu'un allié fictif mais de poids est récemment venu renforcer la naissance pugilistique de Mancini. Depuis 1976, un certain Rocky est entré dans les foyers américains. Récompensé par l'Oscar du meilleur film en 1977, l'histoire de ce fils d'immigrés italiens vivant avec peu dans une ville gangrénée par la violence et le chômage n'est pas sans rappeler l'existence d'un autre.
Rocky et Ray se ressemblent. Comme Balboa, Mancini rate sa première chance mondiale. La seconde sera la bonne. Le 8 mai 1982, au terme du 24e combat professionnel de sa carrière, il dégomme Arturo Friaïs avant la fin de la première reprise. C'est le plus grand moment de ma vie, rien n'est comparable à ça. Mancini est champion du monde. Il l'avait dit, il l'a fait et devient une immense star. On le voit aux côtés de Ronald Reagan, Mickey Rourke, Billy Crystal et bien évidemment du vrai Rocky Balboa, Sylvester Stallone. À 21 ans, il est au sommet. Dans 6 mois, sa carrière et sa vie basculeront. Une défense de titre plus tard, le voici opposé à un inconnu, Duk Koo Kim. Le Sud-Coréen de 23 ans a été propulsé challenger numéro 1 par la WBA, décision quelque peu discutable et discutée. De ce côté-ci de l'Atlantique, personne ne sait trop ce que vaut et d'où vient ce boxeur. Ray Mancini est juste persuadé d'une chose, je sais que je vais en manger quelques-unes. Kim est champion d'Asie, il n'est pas un grand combattant, mais un battant. Si Mancini s'est construit au nom du père, Kim a fait 100, puisque le sien a perdu la vie alors qu'il avait 2 ans. Lui aussi est issu d'une famille pauvre et d'une région qui n'a pas grand-chose à offrir. Sinon, une vie de misère et d'espérance déçue pour seule perspective. Du coup, né en 1959, a vécu sa tendre enfance du côté de Banam, cité portuaire perdue au nord d'un pays coincé entre la mer et un voisin devenu encombrant. Sa première rencontre avec la boxe est contrainte, parce que l'un de ses demi-frères l'envoie régulièrement au milieu d'un ring virtuel échanger des coups avec des enfants du coin. Et force est de constater que le petit Kim se défend plutôt bien. Si l'histoire ne s'était pas terminée dramatiquement, du coup aurait pu chaudement remercier son bourreau de demi-frère pour l'avoir mis sur la voie. Un jour, du coup décide de quitter Banam, sa mère et sa famille recomposées. Il file à Séoul, où il vivra sous un pont, survivant grâce à de petits boulots successifs, de cireur de chaussures à guide touristique. Ça n'enrichit pas son homme, mais ça le nourrit. Heureusement, il y a la salle et la boxe. Le talent du jeune homme ne saute pas aux yeux, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais il encaisse. Un jour, il écrira dans son journal « La pauvreté est mon professeur ». Tout est résumé. Kim rêve de sortir de la rue, ses poings seront sa lumière. Ce que confirmera à son tour, et bien plus tard, Mark Kriegel, biographe de Mancini, il n'était pas un très bon combattant, mais il n'avait pas d'autre alternative. Il a combattu parce qu'il avait faim. À force de persévérance, il finit par être sacré champion de Corée du Sud et d'Asie en 1980, et pointe son nez dans les classements mondiaux. Le jour où il s'envole pour Las Vegas, Kim présente un bilan de 17 victoires, dont 8 par KO, une défaite et un nul. La WBA l'a désigné challenger officiel au titre des légers détenus par Ray Mancini. Le combat se déroulera au Caesars Palace devant 6500 spectateurs, dont un particulier, Frank Sinatra, qui, lui aussi, n'a Dieu que pour Ray Mancini. Comme le reste de l'assistance, l'artiste imagine que Boom Boom ne va faire qu'une bouchée du Sud-Coréen, dont la bourse est de 20 000 $, quand Mancini est assuré, avant même le premier coup échangé, de garnir à minima son compte en banque de 250 000 $. Jamais Kim n'avait mis les pieds en Amérique. Vegas était entièrement éclairé. C'était comme arriver dans un jardin de fleurs en plein désert. Nous n'avions jamais rien vu de pareil, se souvient Young Koo Kim, son coach, interrogé par la presse. On dirait le paradis, s'émerveillait le boxeur. Sin City sera son enfer. Avant d'être celui de sa mort, ce combat est celui d'une vie. Sa promise est enceinte et attend un fils pour le printemps. Je vais gagner pour lui, jure Duk Koo Kim, avant de s'envoler pour les États-Unis. Il a d'ores et déjà prévu d'acheter une maison à son retour, qui, il en est persuadé, sera triomphale. Quelques jours avant le combat, il se promène avec une drôle de boîte qui se révèle être un cercueil miniature. Il le dépose à la salle et dit à son coach « Je vais y mettre Mancini dedans ». L'un des abat-jours de sa chambre d'hôtel est aussi affublé d'une inscription prémonitoire qui, avec le recul, fait froid dans le dos. Tuer ou être tué. Mancini et Kim se retrouvent le 13 novembre par une fin d'après-midi ensoleillée. Ce qui frappe, c'est que les deux hommes se ressemblent. Même gabarit, même garde, basse, seule différence, Mancini est droitier, Kim gaucher. Ce qui fera dire au manager de l'Américain, Dave Wolf, quelques minutes après la victoire de son poulain, c'était comme voir Ray combattre face à un miroir. J'espère que les gens qui disaient que Kim ne valait rien
ont été impressionnés. Impressionnés, ils l'ont forcément été car le Sud-Coréen s'est battu comme personne durant les 39 minutes et 19 secondes qu'a duré le combat. Durant les 10 premiers rounds, Kim a sacrément malmené Mankini qui emporte les stigmates. Une oreille ouverte dès la 3e reprise, une main gauche enflée, plus que de raison, et un œil gauche bien verni sont les preuves tangibles de la rudesse du combat et de la résistance de Kim. Mais si les observateurs ont été bluffés par l'inconnu venu de l'autre rive du Pacifique, ils sont désormais inquiets, parce que le valeureux a quitté la scène sur un brancard, poitrine et jambes sanglées, et sans aucun signe de vie. Dès le 11e round, Mankini a commencé à prendre la mesure de son challenger. Le 13e est resté dans les esprits pour avoir été le théâtre d'un massacre en règle. Kim encaisse 39 coups de suite sans broncher. Il est au bord du précipice, mais s'accroche toujours et encore. Il est trop fier et affamé pour renoncer. À l'orée du dernier round de sa vie, son coach lui susurre dans le coin « Il te reste 2 rounds, donne tout ce que tu as encore en toi. » Kim acquiesce, je vais le faire. Ce seront ses derniers mots. 19 secondes plus tard, du coup s'étale de tout son long sur les rings, sonné par une énième droite de Ray Mankini. Il se relève en titubant, cédant tant bien que mal des cordes, alliées de circonstances. Ses jambes le portent, mais l'arbitre du combat, Richard Green, arrête les frais. Il n'était plus là, expliquera-t-il après la rencontre. Ray Mankini conserve son titre au terme du combat le plus difficile de sa carrière. Bientôt, il deviendra le plus cruel. Murphy Griffith, son coach, le lui apprend rapidement. Ça sent pas bon, il ne va pas survivre. Dans l'intervalle, Kim a été transporté d'urgence à l'hôpital de Desert Springs. Sur le chemin, il ne respire quasiment plus, à raison de 4 fois par minute, quand un cycle normal oscille entre 12 et 20 fois toutes les 60 secondes. Un caillot de sang s'est formé dans son cerveau. Comment le neurochirurgien qui opérera en vain le boxeur sud-coréen diagnostiquera qu'il a été causé par un énorme coup de poing à la tête. Selon lui, les 39 coups de suite reçus dans la 13e reprise y sont étrangers. On m'a dit qu'il s'était battu comme un lion pendant le 13e round. Eh bien, personne ne pourrait y parvenir avec un caillot de sang dans le cerveau, détaille-t-il. Plongé dans le coma, Kim est rapidement condamné, maintenu en vie par un respirateur artificiel. Il sera débranché 4 jours après le combat, le 17 novembre. À quelques milliers de kilomètres de là, sa compagne n'est pas devant la télévision, mais chez des amis. Dans un premier temps, elle ne voulait pas regarder le combat, et puis elle craque et demande à allumer la télévision. Elle est cassée, lui disent ses hôtes. Elle échappera à la boucherie, pas au cauchemar. Durant des années, elle cachera à son fils Chi-Wan la mort de son père, lui répétant inlassablement qu'il est parti à l'étranger pour travailler. La date de son retour, l'année prochaine, invariablement. Jusqu'à ses 8 ans et la révélation de la cruelle vérité par des petits copains, le fils de Duk-Koo Kim vivra dans le mensonge. Aujourd'hui, âgé de 37 ans, Kim Shin-wan n'a pas non plus connu sa grand-mère paternelle, détruite par la mort de son fils. Celle-ci décide de mettre fin à ses jours 3 mois après le décès de Duk-Koo, en avalant une bouteille de pesticides. L'arbitre du match, Richard Green, se suicidera lui au début de l'été. Personne ne sait aujourd'hui si celui qui avait également dirigé le combat entre Mohamed Ali et Larry Holmes a tiré le rideau sur sa vie en raison du drame de Vegas. Il n'en reste pas moins que la proximité et la concordance des événements est troublante. Il est mort une fois, moi, je me sens mourir tous les jours, confessera bien plus tard Ray Mankini. Quand vous êtes boxeur, vous développez du respect pour votre adversaire et j'avais tout le respect du monde pour ce gars. Je voulais juste gagner un combat. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Dans les semaines qui suivent le drame, Ray Mankini passe par tous les états et oscille entre tous les sentiments. Il songe même à ranger les gants au placard. Il continuera tant bien que mal, mais le mal est fait. À 21 ans, Mankini a déjà sa carrière derrière lui. Ses 8 derniers combats s'étireront sur 10 ans pour un bilan équilibré. 4 victoires, 4 défaites. Loin des standards d'un personnage qui n'a jamais trouvé la paix intérieure, même si le fils de Duk-Koo Kim l'a absous lors d'une rencontre organisée 30 ans après. Ce n'était pas de votre faute, vous méritez, votre famille et vous, d'être heureux désormais. Il n'a jamais été le même après ça, regrette Bob Arum, promoteur du triste combat et des grands rendez-vous de la carrière de Mankini. Il n'a jamais retrouvé le même entrain ni le même enthousiasme. Il n'était plus le boxeur qui lâchait ses coups sans retenue.
Si le drame du 13 novembre 1982 a changé le destin des deux familles et assombri bon nombre d'existences, il a également eu des répercussions sur l'histoire du sport, parce que la boxe a changé après le carnage de Vegas. Sous les coups de l'émotion et ravagé par ce qu'il a vu au César Palace, Bob Arum promeut une suspension pure et dure du noble art ou, à défaut, suggère que les combattants soient protégés par des casques et porteurs de gants rembourrés. La WBC, première fédération à prendre conscience de l'ampleur du problème, ne suit pas les recommandations du célèbre promoteur, mais dès la fin de l'année 1982, change la donne et décide notamment de donner plus de latitude aux arbitres, leur permettant de compter un boxeur quand bon leur semble. Surtout la WBC, qui y songeait déjà, met fin au combat aux 15 rounds. Ils étaient la norme jusqu'à là. La distance, ce sera de 12 rounds désormais. Pourquoi 12 ? Parce qu'une étude scientifique tend alors à prouver que les dégâts subis par les cerveaux des combattants interviennent principalement entre la 13e et la 15e reprise. Cela n'ira pas sans réticence, mais la WBA, organisatrice du combat qui a tout changé, et l'IBF lui emboîteront le pas avant la fin de la décennie. Trop tard pour Kim, trop tard pour Mancini. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.